Bien, merci Jean-Claude, merci Jérôme de m'avoir invité aujourd'hui. J'ai accepté avec d'autant plus de plaisir que, pour ceux qui ont vu le livre un peu, vous comprenez bien que c'est la démarche que j'ai initiée, elle peut avoir de succès que si j'arrive à ce qu'un nombre minimum de personnes, de professionnels de santé en particulier, s'approprient, comprennent et transmettent ce message sur un système de financement de la santé, notamment de financement complémentaire, qui fonctionne très mal, et en tout cas est la source de beaucoup d'autres problèmes dans le système. La deuxième chose, c'est que c'est un livre, contrairement peut-être au titre et tout ça, qui n'a rien contre telle ou telle mutuelle, mais qui dénonce, ou telle personne, mais qui dénonce un système avant tout. Alors c'est vrai que comme dans ce système, vous avez des acteurs majeurs qui sont les mutualistes et que les dirigeants de ces mutualistes sont la mutualité française, ils semblent un peu plus viser telle chose, mais c'est avant tout un système. Et troisième remarque, un peu dans mon introduction, c'est... je ne sais pas si cette démarche aujourd'hui de l'UFML, elle a quelque chose de démarche citoyenne. Je pense qu'elle en a un petit peu. Je crois qu'il y a Denis Père qui est là, je ne sais pas s'il est intervenu avant moi, qui est là, qui lui est en plein dans cette démarche-là. Il est évident que pour, entre guillemets, une petite personne comme moi, aller me confronter à ce système qui est une montagne. Il y a aussi évidemment cette démarche citoyenne, parce que je ne crois plus un instant aujourd'hui que c'est par le système politique qu'on a aujourd'hui ou qu'on avait hier qu'on va résoudre les problèmes. Donc la seule solution qui reste, c'est de parler citoyen à citoyen et d'essayer de créer un mouvement, une vague qui fasse que soit les politiques sont contraints d'agir, soit ils sont remplacés par d'autres qui ont pensé pour eux à ce qu'il fallait faire. Voilà. Alors... allons-y. Donc 3 questions, enfin on va essayer de répondre à 3 questions rapidement. Que font les complémentaires santé de votre argent? Est-ce qu'elles sont utiles et efficaces? Et puis les conséquences de la situation et les solutions. Alors pour ceux qui n'ont pas vu le livre, allez-y. Juste de quoi parlons-nous? Vas-y. Vous avez 3 familles de complémentaires santé. Vous avez les mutuelles, les institutions de prévoyance et sociétés d'assurance. Les mutuelles, troisième ligne, ont une part de marché de 56%, une part qui diminue d'année en année, puisqu'elles étaient seules il y a quelques années, elles sont maintenant à 56%. Vous avez les instituts de prévoyance à 20% et les assureurs à 24%. Vous pouvez juste voir qu'au-dessus du 56%, vous avez 82%. Ça, c'est le nombre d'organismes complémentaires. Sur les 681, 82% sont des mutuelles pour 56% de part de marché. Donc vous voyez que là, le phénomène de rente qu'il y a sur ce marché-là est bien démontré par là, on le verra dans les coûts tout à l'heure. Alors, il y a deux types de contrats qu'il faut bien avoir en tête. C'est des contrats individuels et des contrats collectifs. Les contrats individuels, ce sont les mutuelles qui détiennent la plupart du marché, 70% du marché, alors que les assureurs, c'est à 26%, alors que les contrats collectifs sont surtout détenus par les instituts de prévoyance, qui étaient avant tout des instituts de gestion de la retraite, qui étaient là. Voilà un peu pour poser le sujet. Alors, qu'est-ce qu'elles font de votre argent? Elles remboursent des soins quand même. Vous avez en vert la part de remboursement des soins par type de soins. Donc vous voyez que c'est le poste médicament qui pèse un quart des remboursements des mutuelles, suivi des autres biens médicaux qui sont principalement l'optique et les prothèses. Vous avez les honoraires de dentiste, puis vous voyez en quatrième, vous avez les honoraires de médecins, 15%. Vous voyez l'idée de faire des réseaux de soins quand on pèse 15%, déjà vous avez une idée un peu de l'intérêt et de la légitimité de ce genre de démarche. Vous avez ensuite les hôpitaux et secteur public, hôpitaux et secteur privé. Alors, 2 petits mots là-dessus. Si vous regardez les dentistes, vous avez en bleu, vous avez la part que représente ce remboursement dans le remboursement total du soin. Vous avez une approche transversale puis une approche verticale. Donc vous voyez que c'est 38% des dépenses dentaires sont remboursées par les complémentaires santé. Donc ils sont les premiers financeurs de ces soins-là. Le seul problème, c'est que ça pèse que 16% pour eux. Donc là, vous avez, dans la structuration un petit peu de ce marché des complémentaires santé, vous voyez que vous avez une anomalie, c'est que les complémentaires santé ne peuvent pas aller dans la gestion du risque. Elles n'ont aucun intérêt à développer le moindre plan de prévention, parce que lorsque vous avez une dissémination de vos remboursements sur l'ensemble des soins, vous ne pouvez pas avoir de retour sur investissement. Je m'excuse de parler un peu finance, mais il faut voir que quand on est dans le secteur privé, on attend un retour sur financement. Donc vous n'avez aucune gestion du risque de ces complémentaires. On verra qu'en plus, elles sont là pour éviter le renoncement aux soins et qu'elles ne sont pas efficaces pour ça. Mais là, vous avez quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que qui gère le risque en France? Personne.
Complémentaire santé, elle ne le gère pas. L'assurance maladie, elle ne le gère pas. Vous n'êtes pas payé pour le gérer, même quand on veut faire des campagnes de vaccination, on pense à faire des vaccinodromes. Qui le gère? L'assuré, on ne lui a jamais expliqué qu'il fallait qu'il gère sa santé, donc il n'y a personne qui gère le risque. Alors 1950, ça n'avait pas de conséquences. 1980, ça n'en avait pas encore. En 2013, avoir un système où personne gère le risque santé, c'est juste impensable. C'est une première chose. La suite, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'elles font de votre argent? Elles font des bénéfices. Vous avez un secteur très rentable qui est le secteur des contrats individuels où sont les mutuelles. On l'a vu. Alors, j'entends beaucoup de choses. C'est 1.1 si vous mettez des contrats collectifs. C'est pas si énorme que ça, mais quand vous avez de tels frais un petit peu plus hauts qu'on verra, c'est évident que vous ne pouvez pas avoir des bénéfices très importants. Donc vous avez eu sur tout le secteur 373 millions. Si vous prenez juste les individuels, c'est 707 millions. Et si vous prenez dessous, ce sont les mutuelles, vous avez 218 millions de bénéfices. Alors les mutuelles, elles font un truc qui est intéressant, c'est que, alors qu'elles disent qu'elles, ce n'est pas des affreux capitalistes, parce que les autres, c'est ceux qui sont là pour rémunérer les actionnaires, alors que moi, je suis là pour, avant tout, être au service de mon assuré. Sauf que ces bénéfices, ils sont planqués dans les charges, en fait, puisque vous avez moins de bénéfices que vous avez des charges qui sont totalement opaques, et dans les réserves, on y reviendra. La suite, s'il vous plaît. Alors, que font les complémentaires de votre argent? Donc, elles ont en effet un niveau de frais qui est extraordinairement élevé quand on compare par rapport au secteur des assurances que le fait. Ce qu'il faut regarder, vous avez les mutuelles, les assureurs, les instituts de prévoyance. Dans les mutuelles à gauche, vous avez 3 types de frais. Les frais d'administration, c'est les frais de salaire, d'informatique, etc. Les frais sur prestation, c'est la gestion des contrats. Et puis les frais d'acquisition, c'est la communication pour acquérir de la clientèle. Ce que vous voyez sur les mutuelles, vous avez proprement dit ce qu'on appelle les frais de gestion hors frais de communication, c'est ce que vous avez à la 3e ligne, c'est 3 milliards. C'est 3 milliards, c'est-à-dire c'est 16% des cotisations. Si vous regardez au bout, vous avez 5 milliards, donc sur l'ensemble du secteur, vous avez 5 milliards, juste pour gérer le système. Juste pour, excusez-moi l'expression, mais gérer le bazar. On n'a encore rien fait quand on fait ça, mais en tout cas, on a payé ses salariés et son système informatique. Et si vous rajoutez les frais d'acquisition, vous êtes à 7,3 milliards, 22%. Alors, évidemment, quand on dit ça à Mutualité, alors surtout quand on lui dit, mais regardez ce que fait quand même l'assurance maladie. C'est pas General Electric, l'assurance maladie. En termes de productivité, c'est pas non plus la bête de scène qu'on n'a jamais vue. Bon, ils sont à 7,2 milliards d'euros, c'est-à-dire ils sont à 4% de la cotisation. Vous voyez que l'assurance maladie, qui gère 75% et demi de l'ensemble des dépenses de santé, le fait avec 7 milliards d'euros de frais, et les complémentaires santé, qui gèrent 13,5% des dépenses de santé, le fait avec 7 milliards 3 de frais. Donc vous vous retrouvez avec un système, la suite s'il te plaît, qui fait que vous avez là les coûts d'administration comparés de la plupart des pays, un certain nombre de pays de l'OCDE, du coût d'administration du système. On n'a encore rien fait aux patients là, mais on a géré le système. Vous l'avez par dollar et par habitant. Je mets les États-Unis à part contre un système extrêmement coûteux pour un certain nombre de raisons, mais vous voyez qu'une fois qu'on enlève les États-Unis, vous êtes avec la France à 280 $ par habitant de coût d'administration du système. C'est-à-dire nettement plus que la Suisse, l'Allemagne, mais Canada, on est à 140, et puis après vous avez les pays nordiques. Alors, juste quand on me demande, mais comment on peut faire des économies dans le secteur? Si vous avez un niveau d'administration comparable au Canada, je ne prends pas les pays nordiques, parce qu'on va me dire c'est les petits pays, on ne peut pas être aussi productif. Mais prenons le Canada à 140 $. Si vous vous mettez un peu au niveau du Canada, juste en coût d'administration, vous faites des économies de 7 milliards d'euros. Si vous voulez d'autres postes d'économie, vous mettez la chirurgie ambulatoire au même niveau que les autres pays, vous faites 5 milliards d'euros d'économies. Si vous voulez chercher encore d'autres économies, vous faites une convergence entre les tarifs des cliniques et des hôpitaux, vous faites 8 milliards d'euros. Ces 3 postes qui font 20 milliards d'économies, vous n'avez pas baissé la qualité des soins, vous n'avez pas déremboursé quoi que ce soit, vous avez simplement optimisé la production des soins et la gestion du système. Donc vous voyez que quand on veut, mais pour ça, il faut avoir une approche globale du système. Que font les OC de votre argent? Alors elles ont des réserves, ça aussi elles n'aiment pas, mais bien sûr qu'il y a un trésor de guerre des mutuelles, c'est une banalité de le dire quand on regarde les chiffres. Vous avez 25 milliards d'euros de réserves pour les mutuelles. Alors ce qu'elles vous disent, c'est mais on est obligé parce qu'on a des ratios prudentiels, c'est-à-dire qu'on a comme une banque, si vous prêtez de l'argent ou bien si vous assurez quelqu'un, vous êtes obligé d'avoir au moins le montant équivalent en réserve pour garantir que vous pourrez payer, rembourser votre assuré. Bon, sauf que ce qu'on voit, c'est que ces 25 milliards, ça fait 202% de niveau de provision.
prévision. Je suis désolé, je suis obligé d'aller un peu vite, donc si c'est du jargon pour certains, je m'en excuse. Mais ce qu'on regarde, c'est que pour l'Institut de prévoyance, vous avez quasiment 2 fois moins de réserves, et pour les assurances, vous en avez vraiment 2 fois moins, alors que, juste entre parenthèses, les assurances, eux, assurent des risques qui sont aussi des risques longs, alors que les mutuelles qui sont sûres à 95% de la santé n'assurent que des risques courts. C'est-à-dire que les soins courants, c'est des risques courts. Ça ne peut pas durer des années. Lorsque quelqu'un a un soin, il est payé en général juste derrière. Donc, vous avez, mais ça, c'est dans le Maelstrom, c'est impossible, mais vous avez, de mon point de vue, au moins une dizaine de milliards d'euros de réserves excédentaires. Bon, période de crise, on cherche de l'argent partout, qu'on a fait une rétrogradation on a cherché dans l'assurance vie, rétroactivité sur l'assurance vie, et bon, truc. Là, vous avez 10 milliards, clairement, qui pourraient être, pendant 2-3 ans, taxés sur l'excédent de réserve, je ne parle pas très, sans que ça ne touche en quoi que ce soit personne en termes de santé financière et que ça ne dégrade le système. Complémentaire santé. Alors, est-ce qu'elles sont utiles? Est-ce qu'elles sont efficaces? Vas-y. Alors, là, on va voir un petit peu 2 courbes. Là, ce sont l'évolution des dépenses de santé par âge. Vous savez tous que ça augmente. Vous voyez qu'à partir, il y a la tangente de 65 ans où ça devient exponentiel. Mais vous voyez qu'on part de 1000 euros. Attends, excuse-moi. On part de 1000 euros pour arriver à 2000 à 36-45 ans, et puis on arrive à 6500.